Bonjour à tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer un phénomène un petit peu particulier, complexe, qui s'appelle la colonisation. Donc, qu'est-ce que c'est que la colonisation? Pourquoi est-ce que les Grecs ont colonisé l'ensemble de la Méditerranée que vous avez ici sur cette carte? D'abord, commençons par la Grèce, le monde grec. Qu'est-ce que ça désigne, le monde grec? Le monde grec, c'est toute la partie que vous avez en vert sur cette carte-là. La Grèce, que l'on appelle continentale, directement reliée au continent européen, et la bande littorale de l'Asie mineure, qui aujourd'hui correspond à la Turquie. Vous voyez les côtes de l'actuelle Turquie, que les Grecs appelaient, eux, la Ionie. D'accord? Donc, le monde grec, à l'origine, c'est ce que vous avez en vert. Les Grecs, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, ils décident de quitter ce monde grec. Pas de le quitter entièrement, mais qu'une partie des populations de chaque cité-État va quitter le monde grec pour aller coloniser des parties de la Méditerranée. Il faut bien, comme premier élément en tête, que vous devez avoir en tête, il faut bien que vous compreniez que la colonisation, ça n'est pas une conquête. D'accord? Ça n'est pas la même chose. Les Grecs ne vont pas ailleurs en Méditerranée pour conquérir des territoires. Ils vont les coloniser. C'est-à-dire qu'une partie de leur population va fonder ce qu'on appelle une colonie ailleurs, une cité ailleurs. D'accord? Donc ça, c'est une colonie. Bon, je vais vous donner quelques exemples concrets, d'accord, qui vont vous permettre de comprendre pourquoi et comment les Grecs y partent. D'accord? Alors, premier exemple. Ce premier exemple, il vient d'une cité que vous avez ici, dans cette région des Cyclades. Rappelez-vous la petite carte qu'on a faite en introduction. Donc, la région des Cyclades, c'est une région qui se situe, c'est une région de mer, d'accord, entre la mer Égée au nord et la mer Méditerranée au sud. Et l'île sûrement la plus célèbre des Cyclades, c'est cette grande île que vous avez au sud qui s'appelle la Crète. Et bien, si vous allez 150 km au nord à peu près, vous allez trouver une autre île qui s'appelle aujourd'hui l'île de Santorin. Et sur l'île de Santorin, il y avait 8 siècles avant Jésus-Christ, une cité de toute petite importance, qui n'était vraiment pas importante, qui s'appelait Terra. Vous la voyez ici, là. D'accord? En fait, vous la voyez très mal. Elle se situait au sommet de ce mont-là, qui fait quand même 365 mètres de hauteur. D'accord? Alors, ça avait un avantage, la hauteur. La hauteur, ça permet de voir loin. Ça permet aussi de se protéger des attaques ennemies. C'est toujours plus difficile d'assiéger une cité lorsqu'elle se situe sur un rocher abrupt. Bon, ça, c'était les avantages de la cité de Terra. Inconvénient, vous voyez bien sur cette photographie que pour faire de l'agriculture, c'est extrêmement compliqué. Et justement, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, on remarque que la population en Grèce, dans toutes les cités-États, elle explose complètement. Il y a beaucoup plus de population. Mais qui dit beaucoup plus de population, dit qu'il faut forcément produire plus de nourriture pour pouvoir nourrir cette population. Or, on n'y arrive pas. Vous le voyez bien sur cette carte, sur cette photographie, pardon, que le sol, il est très peu fertile. Il n'est pas propice à l'agriculture. Donc, dans ce cas de figure-là, c'est-à-dire une cité qui a trop d'habitants pour pouvoir les nourrir, ben on peut choisir d'aller fonder une cité ailleurs. C'est ce que les habitants de Terra décident de faire. Alors, comment est-ce que ça se passe précisément? On a plein d'écrits qui nous racontent comment ça s'est passé. Lorsque des habitants décident d'aller fonder une cité ailleurs, ils doivent obligatoirement, avant, aller voir ce qu'on appelle l'oracle d'Apollon à Delphes. D'accord? Delphes qui est un sanctuaire panhellénique. C'est quoi un sanctuaire panhellénique? Un sanctuaire, c'est là où vous avez plein de temples. Panhellénique, c'est ouvert à tous les Grecs. Pan, en grec, ça veut dire tout. Hélène, hellénique, Hélène, ça veut dire les Grecs. D'accord? Donc pour tous les Grecs. Et donc Apollon, pourquoi est-ce que c'est lui qu'on va voir? C'est parce qu'il est le dieu, alors il est le dieu de plein de choses, il a plein d'attributs différents, il est le dieu du chant, de la guérison, des poèmes, enfin de plein de choses, mais aussi et surtout, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le dieu de la colonisation. D'accord? Donc on va le voir, et c'est lui, à travers son oracle, la personne qui traduit sa pensée, c'est Apollon qui va vous dire où vous devez vous rendre. Donc lorsque les citoyens de Terra, on les appelle les Terréens, quittent leur île pour aller à Delphes et aller rencontrer donc ce fameux oracle d'Apollon, ils reçoivent comme instruction d'aller fonder une cité en Libye. D'accord? La Libye, c'est une région qui est au sud de la Méditerranée, en Afrique du Nord. Bon alors, les citoyens de Terra, ils sont visiblement pas très enchantés à l'idée de devoir quitter leur territoire d'origine pour aller si loin. Ils décident de refuser. Ils n'acceptent pas, ils ne mettent pas en pratique
ce que l'oracle d'Apollon leur avait dit. Sanction, 7 années de sécheresse. 7, d'accord? C'est un mythe, vous l'avez bien compris. Hein. Donc pendant 7 années, au problème d'alimentation qu'il y avait déjà avant, se rajoute une sécheresse qui est très très longue, d'accord? Donc au bout de 7 ans, les citoyens de Terra repartent à Delphes, hein, pour demander à Apollon ce qu'il doit faire. Et Apollon leur répond à travers son oracle qu'ils doivent toujours se rendre en Libye. Et là, cette fois-ci, ils vont s'y soumettre à la décision d'Apollon. Donc ils vont en Libye, et en Libye, après plusieurs aventures, si ça vous intéresse, vous irez approfondir, ils vont fonder une nouvelle cité. Cette cité s'appelle Cyrène. Et vous voyez que c'est bien une cité grecque, puisque dans cette cité, on retrouve des éléments qui sont communs à toutes les autres cités du monde grec. Un théâtre, par exemple, qui est toujours là. Hein, c'est une photo du théâtre tel qu'on peut le voir aujourd'hui. Ici, vous avez un temple. Vous voyez, les Grecs font des temples. Regardez ce qu'on a retrouvé à Cyrène. On a retrouvé une statue du dieu Apollon. Pourquoi du dieu Apollon? Vous l'avez bien compris. On essaie d'obtenir les faveurs d'Apollon. Vu que c'est Apollon qui nous a ordonné de venir se rendre, fonder une cité dans ce territoire-là, on va en prendre soin particulièrement. Hein, et donc, on va le célébrer pour obtenir ses faveurs et que la fondation de cette cité soit prospère pour la suite. Est-ce que justement, Cyrène, cette cité que les habitants de Terra fondent en Libye, est-ce qu'elle a été prospère? La réponse est oui. Elle a été bien plus prospère que la cité de Terra dont étaient originaires les premiers habitants. Pourquoi? Grâce à une plante qui est assez intéressante et que l'on voit ici, qui s'appelle le sylphion. C'est une plante qui a aujourd'hui disparu. Elle n'est pas disparue naturellement. Elle est disparue parce que les hommes l'ont trop exploitée et qu'elle n'était disponible que dans ce milieu-là. D'accord? Et c'était une plante dont les Grecs raffolaient pour plein de choses, pour la médecine, mais aussi pour des parfums, pour tout un tas de choses, et donc ils l'ont surexploitée, et donc elle a disparu. C'est un sujet assez d'actualité, c'est pour ça que je vous en parle. Bon, vous avez donc compris avec ce premier exemple des citoyens de la cité de Terra qui quittent Terra pour aller fonder plus loin, en Afrique du Nord, une colonie nommée Cyrène. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis? Parce qu'ils avaient trop de population et qu'ils n'arrivaient pas à produire assez de nourriture pour subvenir aux besoins de cette population-là. Voilà une première raison qui explique la colonisation de la Méditerranée par les Grecs. Voyons maintenant une deuxième raison. Cette deuxième raison, je vais le traiter avec un exemple. Cet exemple, c'est celui de Sparte, qui est une cité que certains d'entre vous connaissent peut-être. C'est une des plus puissantes du monde grec, certainement une des deux plus puissantes du monde grec, une des plus connues surtout. Vous voyez ici quelques vestiges. C'est la cité de Sparte, très renommée pour la qualité de ses armées. Bon, les Spartiates, au 8e siècle avant Jésus-Christ, ils sont en lutte avec une autre cité pour le contrôle de toute une région. Et cette région, vous la connaissez. C'est le Péloponnèse qu'il y a ici. À l'origine, dans le Péloponnèse, il y a deux cités qui sont en lutte d'influence pour avoir le plus de puissance sur cette région. Sparte au sud du Péloponnèse et Mécène qui n'est pas sur cette carte, mais que vous aviez un petit peu plus au nord du Péloponnèse. Et donc il y a une guerre entre ces deux cités, que les Spartiates pensent, comme d'habitude, gagner très facilement, mais qu'ils ne gagnent pas facilement. Et pourtant, ils prêtent un serment, les combattants spartiates. Ils prêtent chacun serment de ne jamais rentrer chez eux tant qu'ils n'auront pas gagné cette guerre. Vous voyez? Et donc ça pose un problème, notamment aux femmes spartiates qui vivent et qui sont restées à Sparte. Comment faire des enfants si les hommes qui sont partis à la guerre s'éternisent à la guerre? Mais une décision est prise par les soldats spartiates. Ils décident de renvoyer dans la cité tous les jeunes soldats qui n'ont pas encore prêté le serment de ne pas rentrer chez eux tant qu'ils n'auront pas gagné la guerre. Et la mission de ces jeunes soldats, c'est de faire plein d'enfants avec le plus de femmes spartiates possible. D'accord? Et ça fonctionne. D'accord? Il y a plein d'enfants qui naissent de cet épisode-là. Sauf que là où on aurait pu penser que la guerre allait continuer à s'éterniser, finalement Sparte la gagne. Et lorsque les soldats rentrent chez eux, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui sont nés alors que les parents n'étaient pas unis par un mariage? Et ça, pour les Spartiates et pour les Grecs de manière générale, c'est une question extrêmement importante. Si un enfant naît en dehors du cadre du mariage, on appelle ça un bâtard,
d'accord? Mais si cet enfant naît en dehors du cadre du mariage, il ne peut pas avoir de droits. Il perd tous ses droits, dès la naissance. Et toute cette population des Spartiates, donc, qui sont nés de parents qui n'étaient pas unis par les liens du mariage, ben on décide qu'ils n'auront pas de droits à l'intérieur de la cité. Donc vous voyez, il y a un statut d'inégalité qui est très profond à Sparte. Et donc on ne sait pas trop comment ça s'est passé. On ne sait pas si ces enfants, une fois devenus adultes, ils se sont révoltés pour demander, exiger l'égalité. On ne sait pas s'ils sont partis d'eux-mêmes. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont partis. Tous ces enfants, on les appelait les Parthéniens, d'accord? Tous ces enfants ont décidé de partir pour aller fonder une cité au sud de l'Italie. C'est ce petit point que vous voyez là. Et cette cité s'appelle, vous l'avez ici, Tarente. Il ne reste que ça de vestiges de la présence grecque à Tarente. Attention, Tarente, aujourd'hui encore, c'est une ville importante en Italie, hein, une des 20 premières villes d'Italie quand même. C'est aussi la ville la plus polluée. Bon, ça, c'est pour la petite anecdote. Donc, qu'est-ce que vous devez retenir de cet épisode? Ben, que parfois, on a des populations qui décident de quitter leur cité d'origine pour aller fonder une colonie ailleurs, parce qu'elles se sentent oppressées, opprimées, parce qu'elles se sentent persécutées, parfois aussi parce qu'il y a la guerre, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Troisième cas de figure, on a vu que les Grecs, à partir du 8e siècle avant Jésus-Christ, leur population explose, et qu'ils n'arrivent pas à subvenir aux besoins de toute cette population parce que le sol de la Grèce n'est pas assez fertile, ne permet pas une agriculture suffisamment quantitative. On a vu que la première réponse à ce problème-là, c'était de partir pour aller fonder une colonie ailleurs. Comme ça, on diminue le nombre d'habitants. Ben, y a d'autres cités qui vont choisir autre chose. Ils vont choisir effectivement d'envoyer une partie de leur population fonder une colonie ailleurs, mais garder des liens entre les deux. Vous allez comprendre avec cet exemple. Vous avez ici 2 cités que j'ai entourées. En Sicile, la cité, elle s'appelait Zancle. Aujourd'hui, elle s'appelle Messine. C'est une des villes, encore une fois, très importantes en Italie. De l'autre côté, c'est-à-dire vraiment à la pointe de la botte italienne, c'est une cité qui s'appelait Regione, d'accord, et qui aujourd'hui s'appelle Reggio di Calabre. Bon, ces 2 cités-là, vous voyez qu'elles ont été, je vais vous faire un petit zoom parce que je crois que ça sera plus clair. Je ne trouve pas la souris ici. Hop. Vous voyez que ces 2 cités, elles sont vraiment fondées de part et d'autre du détroit. Vous savez ce que c'est un détroit, on l'a vu en géographie. C'est une étroite bande de mer qui sépare 2 territoires terrestres. Bon, si les 2 cités sont positionnées de part et d'autre du détroit, vous vous doutez bien que c'est fait exprès. Imaginez des commerçants grecs qui partent donc de Grèce pour aller chercher je ne sais quelle marchandise ailleurs en Méditerranée. Vous vous rendez bien compte que le trajet il est beaucoup plus court lorsqu'ils prennent le détroit de Messine que lorsqu'ils doivent contourner la Sicile. Donc c'est plus rapide de passer par le détroit de Messine. Si c'est plus rapide, c'est intéressant parce que ça permet de gagner de l'argent plus vite. Ben, à votre avis, pourquoi est-ce que ces 2 cités, elles ont été fondées ici? Simplement pour prélever une taxe aux marchands qui voulaient passer là. Vous voulez faire de l'argent plus vite? Pas de problème, mais il faut payer une taxe. C'est un petit peu ça l'idée de la fondation de ces 2 cités, de ces 2 colonies qu'il y a ici. Je voudrais donner un autre exemple. Voilà. Cet autre exemple, et il est très particulier, peut-être unique même, c'est l'exemple de Naucratis en Égypte. Naucratis, c'est une ville très célèbre parce qu'en fait, on y retrouvait à l'intérieur à la fois des temples grecs et un temple égyptien. Ce qui veut dire quoi? Que les Grecs et les Égyptiens, dans cette cité commerciale, vivaient ensemble. C'est très intéressant parce qu'en fait, cette cité, ça n'est pas vraiment une colonie grecque. C'est ce qu'on appelle un comptoir commercial. C'est quoi un comptoir commercial? Ben, c'est les Grecs qui s'installent dans une ville qui existe déjà. Et là, c'était une ville égyptienne, d'accord? Et dans cette ville-là, ben, ils vont créer un comptoir, c'est-à-dire un quartier, dans lequel ben, ils feront du commerce. Là, ici, on sait, à Naucratis, que c'est le pharaon égyptien qui a autorisé les marchands grecs à s'installer durablement, donc vraiment à fonder leur quartier avec leur temple pour qu'ils puissent prier leur Dieu, d'accord? Et il a même interdit à tous les autres marchands grecs de faire du commerce où que ce soit ailleurs en Égypte. Si vous étiez grec, à partir de
de l'Antiquité et que vous vouliez faire du commerce avec l'Égypte, très importante l'Égypte, parce qu'elle produit énormément de blé. Donc pour les Grecs, c'est très important. Donc si vous vouliez, en tant que Grec, faire du commerce avec l'Égypte, vous étiez obligé de venir à Naucratis dans ce qu'on appelle donc un comptoir commercial. Dernier exemple que je voudrais souligner avec vous, mais que vous connaissez déjà parce que vous avez travaillé dessus. Vous ne reconnaissez sûrement pas, mais là c'est Marseille que vous avez ici. Massalia. Alors, vous vous rappelez certainement avec l'activité que vous avez faite, comment Marseille a été fondée. Il faudrait qu'on revienne un petit peu dans les détails. La métropole, c'est-à-dire la cité d'origine des fondateurs de Marseille. Rappelez-vous, c'est Phocée. Elle se situe ici. Phocée, vous vous rappelez quelles sont les caractéristiques de cette cité. C'est une cité qui a un territoire très petit dans lequel on n'arrive pas à produire assez pour nourrir tous les habitants. C'est pour ça qu'on décide en 600 avant Jésus-Christ d'envoyer une partie de la population fonder une cité ailleurs, et cette cité ailleurs, ça sera donc Massalia, Marseille. Ils en ont fondé plein d'autres. Les Phocéens, ils sont assez importants et assez particuliers dans le monde grec, parce que ce sont vraiment les meilleurs navigateurs. Ils ont inventé des navires plus performants. Habituellement, les Grecs, lorsqu'ils naviguent en mer Méditerranée, ils font ce qu'on appelle du cabotage. Le cabotage, c'est ils ne s'éloignent jamais vraiment de la côte. Vous voyez, la haute mer, ça fait peur. Il y a plein de mythes sur la haute mer. Vous lirez Homère et vous verrez quels sont ces mythes-là. D'accord? Donc, ils font vraiment, ils circulent de port en port sans jamais trop s'éloigner de la côte. Les Phocéens, ils n'ont pas peur. Ils vont en haute mer et ce sont même les premiers Grecs à atteindre l'océan Atlantique ici, sûrement dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez assez tôt. Donc, eux, partir de Phocée pour aller de l'autre côté de la Méditerranée, ça leur pose absolument aucun problème. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de colonies phocéennes qui sont créées en France et en Italie. Vous avez peut-être déjà remarqué que Marseille, son surnom, c'est la cité phocéenne. À l'OM, le surnom de l'équipe de l'OM, c'est les Phocéens. Le journal le plus lu à Marseille, c'est je ne sais plus comment il s'appelle, le Phocéen, quelque chose comme ça. Pourquoi ce mot Phocéen? Parce que l'origine de Massalia, l'origine de Marseille, c'est Phocée. Donc on a vu pourquoi est-ce que les habitants avaient quitté Phocée pour aller créer Marseille. Ce que je ne vous ai pas expliqué, ce qu'il n'y avait pas dans cette fiche activité, c'est la deuxième étape, finalement, de la vie de Marseille. Marseille, dans un premier temps, elle est donc peuplée par des Phocéens qui ont quitté leur territoire. Très bien. Mais Phocée existe toujours. Il y a toujours une cité de Phocée, avec des habitants à Phocée. Sauf que Phocée, c'est une cité, comme toutes les cités de la bande littorale de l'Asie mineure, qui vit sous une menace permanente. Cette menace permanente, elle vient de l'Est, elle vient de l'Asie mineure. Il y a un grand empire dans cette région-là, qui s'appelle l'Empire perse. Et l'Empire perse, au milieu du 6e siècle avant Jésus-Christ, il décide tout simplement d'envahir toutes les cités grecques qu'il y a ici, ou en tout cas une grande partie. Phocée est touchée, Phocée est complètement détruite. Donc se pose à la population la question, qu'est-ce qu'on fait? Vu qu'on n'a plus de cité, vous avez pratiquement la moitié des habitants qui vont décider de rejoindre les colonies phocéennes en Méditerranée, c'est-à-dire Massalia par exemple, mais vous aviez aussi Aléria en Corse aujourd'hui, vous en aviez plein d'autres. Donc vous voyez que Marseille a gardé des contacts assez proches avec sa cité d'origine, ce qu'on appelle sa métropole, tout au long de son histoire, jusqu'à la destruction de Phocée par les Perses. Voilà, je crois avoir fait le tour. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps parce que tout simplement, je ne veux pas que ce soit trop compliqué. Je voudrais juste souligner avec vous une dernière chose. Quelle est la conséquence de ce mouvement de fondation, de colonisation des Grecs dans toute la Méditerranée? Au-delà du fait qu'ils aient fondé des cités dans lesquelles on vit toujours, Marseille, c'est la deuxième ville la plus importante de France, donc c'est quand même quelque chose. Il faut que vous compreniez qu'à partir de là, la Méditerranée, elle possède des caractéristiques communes d'un bout à l'autre. Vous voyez, Homère, il est né dans cette région. On ne lisait Homère à l'origine que dans cette région-là. Mais à partir de la colonisation, Homère, il sera lu en Asie mineure, il sera lu en Afrique du Nord, il sera lu en Italie, il sera lu en Gaule, il sera lu en Espagne. Il est lu partout. Et il est lu par vous, aujourd'hui encore. Vous voyez, les petits Grecs, tous apprenaient à lire avec Homère. Vous apprenez le français avec Homère.
il y a un cadre culturel commun qui se dessine à l'ensemble de la Méditerranée, par les œuvres littéraires comme Homère, mais aussi par la religion. On va prier les mêmes dieux partout en Méditerranée, on va s'ouvrir à de nouveaux dieux aussi, parce qu'on rencontre des populations inconnues. Bon, l'importance de la Grèce dans le monde méditerranéen, elle vient de là. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, vous savez que vous pouvez me contacter. Et moi, je serais bien curieux parce que, vous savez, c'est un exercice assez difficile de se filmer dans une vidéo. Moi, j'aimerais bien que vous essayiez vous aussi de le faire. Donc, je vous l'ai mis sur le NT, mais vous pouvez me faire des petites capsules vidéo comme ça de 5-10 minutes, avec ou sans diaporama, sur des grands personnages de l'Antiquité grecque, Périclès, Homère, on vient d'en parler, Alexandre le Grand, hein, dont on reparlera parce que j'aime beaucoup Alexandre le Grand. Vous pouvez aussi me faire une capsule vidéo sur la religion grecque, sur la mythologie grecque, bref, sur ce que vous voulez tant que c'est lié au programme. Je serais très curieux de le voir et surtout de le partager pour toute la classe. Allez, prenez soin de vous et à bientôt.